Bienvenue dans le débat de France 24, un débat dans lequel, je vous le rappelle, vous pouvez interagir grâce aux réseaux sociaux. Alors la France peut-elle réduire ses dépenses? Manuel Valls est-il l'homme qui va savoir enrayer l'endettement? Le Premier ministre français a présenté son plan d'économie, 50 milliards d'ici 2017. Est-ce suffisant? Est-ce trop? Pourquoi pas? Les mesures proposées sont-elles adaptées? C'est ce que nous allons évaluer ce soir avec nos invités. Je vous les présente. Tout d'abord, Agnès Benassiquer. Bonsoir. Je vous remercie d'être parmi nous. Vous êtes économiste et membre du Cercle des économistes, entre autres. Jean-Paul Betbez, vous êtes président de Betbez Conseil, membre du Cercle des économistes et auteur de « Si ça nous arrivait demain », c'est chez Plomb. Christophe Caresche, vous êtes député socialiste de Paris, membre de la Commission des finances. Vous soutenez Manuel Valls dans ces annonces faites aujourd'hui. Et puis Jacques Millard, vous êtes député UMP des Yvelines. Bonsoir, membre de la Commission des affaires étrangères. Et européennes. Et européennes, oui, tout ce qui est étranger à la France, quoi. Presque. Hein, presque. Mais c'est pour combattre, hein, c'est pas pour supporter. Non, pour réformer. Pour réformer. Je sens que le débat commence bien. Le gouvernement français donc, a présenté ce plan aujourd'hui. Soyons peut-être tout d'abord factuels. Ces propositions, observations de Manuel Valls. 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires dès 2014. Il faut ramener le déficit sous les 3% en 2015. Une hausse limitée à 2% pour les dépenses de santé, le pacte de responsabilité et de solidarité qui doit lui générer 200 000 emplois supplémentaires d'ici 2017. Agnès Benassiquer, est-ce que ce plan vous semble adapté à la situation économique actuelle de la France? Alors, je pense que dans le débat, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'ajustement net du solde budgétaire, donc le ramener à 3%. Ça, il n'y a rien de nouveau. C'était déjà prévu et donc on ne fait que suivre, l'appliquer. Ce que demande Bruxelles. Ce qui était demande Bruxelles et également, nous avons signé un pacte budgétaire qui nous sommes engagés à ramener à 0,5% du PIB notre déficit. Donc 3%, ça n'est qu'une étape vers autre chose. Donc on n'est pas au bout du chemin. Mais ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le fait de faire l'ajustement en baissant les dépenses et en baissant les prélèvements obligatoires. Et c'est ça qui est déstabilisant et qui suscite du débat, parce que sinon, sur le net, il n'y a rien de nouveau. Alors, deux choses. Les 3%, c'est certes les engagements de la France, et c'est donc les engagements pris devant Bruxelles, mais c'est une nécessité pour notre pays. C'est une nécessité d'un double point de vue. D'un point de vue d'abord européen, c'est un problème de crédibilité. Je rappelle quand même que cela fait depuis 2004 que la France n'a pas respecté le pacte de stabilité. Et donc aujourd'hui, expliquer à nos partenaires européens, notamment aux partenaires du Sud, qui ont fait, eux, des efforts quand même très considérables, qu'on décide de s'affranchir à nouveau de ces 3%, c'est quand même très difficile. Et deuxième point, ça a été dit, il y a la question évidemment de la dette, et donc il faut aussi y veiller. Et ce qui est très important, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que ce plan, ce n'est pas un plan d'ajustement, j'allais dire, comptable ou mécanique. C'est un plan qui vise surtout à relancer la croissance, essayer d'accompagner et d'amplifier la sortie de crise et le retour à la croissance. Et donc, effectivement, avec une partie des économies qui vont être faites sur les dépenses, qui vont être affectées à des baisses de charges, de cotisations pour ou des baisses de fiscalité pour les entreprises, pour qu'elles puissent reconstituer leurs marges, investir, et donc relancer la mécanique économique. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est vrai que c'est parfois compliqué pour la gauche, il faut dire clairement les choses, c'est que cet effort, il ne se fait pas par la demande, en soutenant la demande, il se fait en soutenant une politique de l'offre, pour l'essentiel, si vous voulez. Et donc c'est ce choix, effectivement, qui peut amener un certain nombre de discussions, et qu'on a notamment au sein du groupe socialiste. De la complexité de cette stratégie économique, je crois vous écouter Michel Sapin aujourd'hui, justement. C'est une stratégie exigeante que la nôtre, parce que nous devons nous battre sur deux fronts en même temps. Il nous faut poursuivre notre travail de redressement économique tout en assumant pleinement nos engagements d'assainissement des comptes publics. J'insiste sur ce point, les deux vont de pair. La reprise doit se construire sur ces deux bases solides.
Sans la maîtrise de nos finances publiques, il n'y a pas de croissance possible dans la durée. Et inversement, ce sont les deux fronts d'un même combat. C'est la voie de la responsabilité, c'est celle qu'a choisie le président de la République avec le Premier ministre. Jean-Paul Bedbez, cette analyse gouvernementale, comment est-ce que vous la percevez? Très honnêtement, ça me va. Hein. Je n'ai pas trouvé ça très complexe. Il s'agit de fabriquer une économie dans laquelle on va dépenser moins. Bon, l'État va dépenser moins. C'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, il s'agit de faire en sorte que cette dépense qui se réduira ne mettra pas le pays par terre. Et pour éviter que le pays soit par terre, il faut relancer l'activité économique. Et donc on a un système qui marche sur deux voies, d'une partie de l'économie, en quelque sorte de la diète, et d'autre partie de la gymnastique privée. Et donc diète, gym, c'est la façon dont nous devons nous sortir de l'affaire. J'ajoute que ça n'est pas Bruxelles qui est en jeu, ça n'est pas une puissance étrangère qui nous demande ça. C'est le fait que nous sommes européens et que nous avons signé ça. Ce n'est pas sous une férule extérieure que nous devons agir. Ça fait 30 ans que nous sommes dans une situation insupportable, ça fait 30 ans que nous ne sommes pas sérieux, il serait temps de l'être. C'est-à-dire que la France vit au-dessus de ses moyens depuis 30 ans. Comment ? La France vit au-dessus de ses moyens depuis 30 ans. Facilement, oui. Et la deuxième chose qui se passe, c'est qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas une reprise économique. Et cette reprise économique, c'est de l'économie de l'offre. Tout simplement parce que quand vous êtes dans une situation d'économie ouverte, dans une situation où vous ne pouvez pas dévaluer votre monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être meilleur, plus inventif que les autres. J'ajoute que la profitabilité des entreprises est faible, et c'est parce que la profitabilité des entreprises est faible, que l'investissement est faible, que l'innovation est insuffisante et que l'emploi est à la ramasse. C'est cette histoire-là. Et donc il s'agit de réparer. J'ajoute, je finis, il faut profiter aussi du fait que les taux d'intérêt sont bas partout, et en particulier pour la France. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Ah bon? Je vous... Non, Jacques Nier, vous aurez la parole, enfin, vous pouvez vous exprimer mais ensuite. il faut profiter de cette situation qui est favorable, et il faut également profiter du fait qu'il y a une meilleure vision sur l'Europe. Donc aujourd'hui, je pense que la situation macroéconomique est plus favorable pour faire ce travail. Politiquement, après, il faudra le faire, il faudra l'expliquer. C'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Jacques Nier, vous secouez la tête, je vous en prie. Ben non, on ne peut pas être d'accord, ça sont des mots. Ce matin, j'ai présenté mes condoléances au ministre parce qu'il ne va pas y arriver, à M. Sapin. Parce qu'effectivement, il ne peut pas y arriver. Il est dans une quadrature du cercle épouvantable. Parce que quand on nous annonce 50 milliards d'économies, on a appris ce matin, et M. Carrech était avec moi, que la tendance normale des dépenses qui augmente, c'est 35 milliards par an. C'est-à-dire que si vous faites sur les 3 ans qui viennent 50 milliards d'économies, vous en avez toujours 55 de plus à la sortie. Premier point. Deuxième point, pour pouvoir investir, il faut avoir des marges, vous l'avez dit, il n'y a pas de marge. Mais à ce moment-là, il ne faut pas avoir la meilleure fiscalité au monde qui chasse le capital hors de France. C'est ça le problème. Car la France, il faut le savoir, ces dernières années, est leader mondial d'investissement à l'étranger, de sortie de capital de France, qui vont s'investir partout en Europe, sauf en France. Donc c'est la quadrature du cercle. Et donc la purge qu'on est en train de nous asséner, elle va continuer, et on va aller dans le mur. Je veux simplement vous rappeler que la Grèce, c'est 40% de revenus en moins. Le Portugal, 20%. L'Espagne, 15%. L'Italie stagne depuis 10 ans. Voilà où nous a mené des textes européens inadaptés. Mais quand vous présentez vos condoléances, ce sont là aussi que des mots. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose qu'il faut effectivement tout remettre à plat. Et tout remettre à plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des réformes internes, ça c'est clair, structurelles, sur le temps de travail, sur la fiscalité qui ne chasse pas faire de véritables réformes de millefeuille et pas des régions comme on nous l'a annoncé, parce que ça ne fera aucune économie, bien plus. Ça va mettre en péril l'unité nationale avec des ducs de Bordeaux, des ducs d'Aquitaine, des ducs de Bourgogne qui vont se prendre pour les roitelets qu'ils sont déjà. Ça, c'est un véritable problème sur lequel j'espère que nos amis socialistes, je dis amis parce que Carrech, je ne le hais point, c'est un adversaire politique. Et puis, il est bien clair qu'il faut aussi poser le problème de l'euro. Parce que ce matin, M. Sapin nous dit l'euro est trop cher. Comment peut-on faire baisser l'euro? Vous l'avez dit, il y a surliquidité dans le monde. Et donc, vous n'allez pas y arriver. Si vous baissez l'euro de manière artificielle, ça va profiter à qui? L'Allemagne et les Néerlandais. Ils vont accroître leurs bénéfices commerciaux et l'euro va remonter. Donc, on est dans la quadrature du cercle. Monsieur Boyer, l'autre jour, dans le Saumon du Figaro, pour ne pas faire de publicité, a clairement dit qu'il n'y arrivait pas, que c'est la quadrature du cercle. Donc, il y a un problème majeur qui est un problème structurel, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Pas de politique industrielle, absence de réciprocité dans les échanges. On marche sur la tête. Agnès Benassi-Kéré.
Je veux juste réagir sur l'euro. La Banque Centrale Européenne a les moyens de faire baisser l'euro. Non. Lisez la note du CAE de février 2014. Et d'autre part, l'euro est surévalué peut-être pour la France, mais il est sous-évalué pour l'Allemagne. Voilà. Et donc, ce qui explique, nous avons un excédent extérieur au niveau agrégé. Donc, la difficulté, c'est que le problème vient de France et non pas de l'euro. Mais il vient de la France, il vient de l'Espagne, il vient de l'Italie, il vient du Portugal, il vient de partout. Mais arrêtez de rêver un monde qui n'existe pas. Imaginez que nous soyons en change flottant, d'accord? On aura flotté. D'accord. Et alors, on serait mort? L'Italie et l'Espagne auraient dévalué de 50% par rapport à nous. Ils auraient une monnaie adaptée. Et alors, Madame, une monnaie, ce n'est pas un tabou, c'est un outil au service des économies. Justement, et donc, au service des économies. Vous me dites, vous n'êtes pas au service de l'économie, vous êtes au service d'une religion. Non. Si. Oui, Escarache. Plusieurs choses. D'abord, moi je conteste l'idée que ce plan est un plan d'austérité. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas d'austérité. Ça n'a rien à voir avec ce que. Non, mais vous avez cité. Il faudra définir le terme d'austérité parce que où commence l'austérité. L'austérité, c'est la baisse, par exemple, des salaires des fonctionnaires. Là, il n'y a pas de baisse, il y a un gel. Non, mais il y a un ralentissement de l'ajustement budgétaire. De l'ajustement budgétaire, il est moins fort que les 2 dernières années. Donc en fait, on lâche la pédale. L'austérité, c'est effectivement ce qu'ont vécu la Grèce, l'Espagne, etc. On n'est pas du tout dans ce schéma. Ça viendra. Alors c'est peut-être là, oui. Effectivement, si on ne fait pas un certain nombre de choses maintenant, et je pense que la France peut encore et a les moyens de trouver un chemin pour sortir de la crise, mais si on ne le fait pas maintenant, effectivement, dans quelques années, la situation, si elle continue à se dégrader, nous amènera effectivement à des plans d'austérité beaucoup plus draconiens, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Un mot sur l'euro. Je partage assez ce qui a été dit, tout en disant quand même que fondamentalement le problème, et d'ailleurs je l'ai dit ce matin au ministre, c'est quand même les excédents importants, notamment de l'Allemagne. Et des Néerlandais. Qui pèsent, y compris sur le cours de l'euro. C'est vrai que je crois que dans une coordination intelligente des politiques économiques, il faudrait, et ça ne serait pas bénéfique uniquement pour la France, ça serait, je pense, bénéfique pour l'ensemble de la zone, il faudrait que l'Allemagne, aujourd'hui, participe plus qu'elle ne le fait au soutien de la demande en Europe. Ça fait 5 ans que j'entends ce discours. Eh bien, il y a des choses qui sont en train de bouger quand même en Allemagne, puisqu'il y a le salaire minimum. En termes d'investissement public, je crois comprendre qu'il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut faire, qui se font. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être accélérer les choses. Quant à l'euro, il y a la question évidemment du taux de change, mais il y a la question aussi de l'inflation. C'est vrai que, et on verra ce que fera la BCE, elle a quand même annoncé un certain nombre de choses. Elle peut encore baisser ses taux. Elle peut y compris faire ce qu'on appelle des taux négatifs pour l'argent qui revient à la BCE. Et puis, elle peut aussi faire des politiques non conventionnelles. Moi, ce que j'ai compris... C'est ce qu'elle va faire. Alors, bon J'y viens. Ce que j'ai compris de ce que disait Mario Draghi, c'est effectivement qu'elle se situait plutôt dans cette perspective. Ils attendent encore confirmation d'un certain nombre d'indicateurs, puisqu'il semblerait que l'inflation... je trouve que j'ai été voir Benoît Cœuré la semaine dernière. L'inflation, disent-ils, pour des raisons techniques, elle devrait, selon eux, plutôt repartir. Donc ils attendent de voir un certain nombre d'indicateurs. Mais je pense qu'effectivement, le message a été quand même bien reçu par la BCE et que sur l'inflation, il peut y avoir un certain nombre d'évolutions. Je voudrais juste réagir sur ce point précis. Premièrement, sur l'Allemagne, qui a été traitée, vous savez, de partenaire dormant en Europe, y compris par les ministres des Finances antérieurs. J'entends ça encore, on a ça dans les oreilles. L'Allemagne n'a pas bougé. Votre salaire minimum, c'est 2017. Non, ils le font en 18 mois. Non. On ne peut pas non plus on ne peut pas demander aux autres de faire des efforts. Attendez, que nous fassions des efforts en interne, je suis d'accord. Mais vous ne pourrez pas faire des efforts de ce type. C'est un problème, pas pour uniquement la France. Non, mais je suis d'accord faire des efforts. Il y a des réformes de structurelles, de fiscalité, de millefeuilles, de temps de travail et d'ouverture à tutti quanti des aides sociales, je suis d'accord. On a fait des fautes internes, mais on a fait des fautes externes. Et la monnaie que vous défendez, c'est un instrument, une monnaie. Je vous signale qu'au XXe siècle, il y a 50 monnaies uniques qui ont disparu de la Terre. Mais la BCE, là-dessus, a plutôt fait son boulot ces dernières années. Elle n'a pas les moyens de faire baisser l'euro. Elle a fait des choses qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à présent. Si elle vend de l'euro et qu'elle fait baisser l'euro, ça va profiter à l'Allemagne. Laissons la parole à Agnès Benassi-Kéré. Mais vous êtes nostalgique. Non,
du début des années 90. Attendez, laissez-moi parler. Vous paraissez nostalgique de la crise du système monétaire européen du début des années 90. Il y a une crise parce qu'on l'a voulu, madame. Mais alors vous voulez le flottement? Qu'est-ce que vous voulez? Le flottement complet, la guerre des monnaies en Europe. La guerre des monnaies en Europe. Mais c'est pas la guerre des monnaies, c'est la réalité des monnaies. Les taux monétaires, c'est un taux d'ajustement, comme l'inflation, comme l'investissement, comme la demande intérieure. Vous êtes focalisé de l'idéologie. On a un carcan avec cette monnaie. Réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé en 92, madame? C'est quand M. Trichet a cadenassé effectivement le franc aux marques et qu'on a perdu 1 million de chômeurs parce que le franc était surévalué. Et que j'entendais M. Balladur me dire droit dans les yeux, le franc fort, comme si c'était véritablement le Deus Ex Machina. Une monnaie doit être updatée. Benign neglect, madame. Benign neglect, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Mais vous dites que c'est un instrument dont c'est pas benign neglect. Mais si vous pouvez laisser, c'est pas la peine de vous battre contre des moulins. Soit c'est un instrument, soit c'est vous avez votre point de vue à vous aussi. La France a eu 14 dévaluations du franc. Alors oui. Et la France a eu 14 dévaluations du franc. 17 modifications de la Constitution. OK. Et un nombre important de députés qui connaissent l'économie a priori. Ce que je veux dire, c'est qu'avec cette évaluation du franc, nous n'avons rien fait. Et quand vous dites... Celle de 69 a été un succès, celle de 58 a été un succès. Celle de 69 a été la conséquence... Celle de 69, quoi, on vous dit des trucs pareils. Celle de 69 a été la conséquence des hausses de salaire de 68. C'était parce que nous avions fait une catastrophe. Mais elle a été réussie. Et celle de 58, ça a été celle réussie. La grande, ça a été celle de 58. La grande, ça a été celle de Gaulle. La grande, ça a été celle... Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains avec leur monnaie? Attendez, finissons effectivement sur le franc et sur l'euro. C'est parce que nous perdons pied que nous dévaluons. C'est parce que nous avons continuellement perdu pied que nous avons dévalué. Et quand vous vous dites je veux la flottaison, ça veut dire je veux l'ajustement au fait que je perds pied. Mais attendez, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des réformes internes, je vous l'ai dit. Et je vous dirais simplement qu'en Europe, les États qui ont réussi à rétablir leurs comptes, c'est la Suède qui a dévalué. Et notamment le Canada aussi. Donc, et l'Angleterre. Et donc, arrêtez de porter au nu une monnaie inadaptée. Nous ne portons rien au nu. Quand il y a eu une présentation sur la monnaie unique, si vous avez lu le texte, si la monnaie est unique, si la monnaie est unique, elle ne peut pas être dévaluée. Ben c'est parce qu'il faut remettre tout ça à plat. Messieurs, c'est la fin déjà de cette première partie. Monsieur Mia, s'il vous plaît, c'est la fin de la première partie. Vous allez continuer, il y a encore une seconde partie et vous avez 20 minutes encore pour vous exprimer. On va peut-être revenir d'ailleurs sur les réformes structurelles. On va revenir dans l'Hexagone quand même. Vous restez avec nous dans Paris Direct, seconde partie dans un instant.